Frère Perpé, à toi la parole. Bonsoir, bonsoir à tous et merci beaucoup pour la parole et pour l'espace d'aujourd'hui. J'avais vu la publication de l'enregistrement du space de la fois passée. Là, j'avais eu un empêchement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là. Je suis très content d'être là parce que c'est l'un des espaces que je désirais fréquenter, là où on réfléchit, on discute sur des points essentiels qui nous permettent de comprendre mieux la situation que nous sommes en train de traverser au regard de la crise de connaissances qui s'abat actuellement en RDC et qui joue aussi le jeu de ceux qui ne veulent pas que la vérité puisse se répandre au milieu des Congolais et même au milieu de l'opinion internationale parce que on veut toujours manipuler le narratif de ce qui se passe au Congo pour pouvoir troubler la vision, l'engagement des gens sur ce qui se passe en RDC. Parfois même le Congolais même n'arrive pas à comprendre ce dans quoi nous sommes, mais avec de tels espaces dans lesquels nous fréquentons ou nous faisons usage des rapports, des documents pour comprendre, pour analyser, ça nous permet de beaucoup plus avancer dans la réflexion et une compréhension beaucoup plus stratégique que de tâtonnement. Et la fois passée, on avait eu des attaques, les spaces coupés subitement. Et ce que moi j'ai compris, c'est que si les gens s'adonnent à nous attaquer, alors que jusque-là, nous ne sommes pas encore très nombreux qui suivons les spaces en direct, ne sommes pas encore 2000, 5000, mais ils sentent que c'est la vérité qui est en train de bouillir. Et que beaucoup de gens, quand ils viennent, ils ne veulent plus repartir parce qu'ils ont croisé la vérité. C'est la différence entre celui qui fait le djalé ou le mensonge et celui qui dit vrai. Parce qu'on sait que celui qui ment, il est mis à l'épreuve du temps. Au fur et à mesure que le temps est en train de passer, sa légitimité sera en train d'être découverte, comment il est illégitime, comment il est mensonger, comment il ne tient pas les mêmes propos deux fois. Il y a toutes ces imperfections qui vont commencer à se manifester. Mais pour celui qui dit la vérité, ils savent qu'au fur et à mesure que les gens viendront, même s'ils vont venir un à un, ils vont venir pour rester. C'est pourquoi ils nous attaquent. Parce que si vous voulez savoir où est la vérité, il faut voir où est-ce que les flèches vont. Et parce que nous sommes attaqués, nous comprenons que nous faisons un travail de grandeur. Et le deuxième objectif qu'ils ont en voulant nous attaquer, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent nous affaiblir, nous arrêter, à ne plus parler, à ne plus lire, à ne plus analyser, à ne plus partager. Parce que la plus grande arme du colonisateur et de l'oppresseur, c'est utiliser la violence pour soumettre la personne qui cherche la vérité. Parce qu'elle sait qu'au fur et à mesure, tu vas sentir que la souffrance est un peu dure, tu vas dire j'abandonne. Malheureusement, ils se sont trompés. Nous sommes descendants de ceux qui ont résisté au fouet et à la douleur. Donc, le noir, c'est quelqu'un qui a appris à résister à la souffrance et à lever la tête. Nous avons parlé notamment des rapports Garreton qui a touché à sa fin. J'avais rejoint l'espace quand vous aviez déjà commencé à parler du rapport Garreton. Des rapports qui ont révélé plusieurs failles de ce qui s'est passé pendant l'époque de la gouvernance de Mobutu, pendant son règne, et qui malheureusement, nous voyons encore les mêmes choses s'est répercuter aujourd'hui avec le mandat de Kabila ou encore celui de Tshisekedi, et qui nous amène dans des conséquences beaucoup plus désastreuses que celles qu'on était en train de voir dans le rapport Garreton. Et l'une des choses que moi j'ai retenu dans les rapports Garreton, c'est que le Congo a un problème de gouvernance. Et la plupart des gens ne veulent pas que le Congo puisse relever le problème de gouvernance. Parce que le problème de gouvernance, c'est le socle ou c'est la preuve ultime qui amènera les Congolais sceptiques à croire que la paix du Congolais dépend de la justice, que la paix du Congolais est quelque chose que lui-même doit définir et que quelqu'un d'autre ne devra pas définir à sa place. Parce que aujourd'hui, si on nous a fait longtemps souffrir et que vous voyez certains Congolais céder quand on signe des accords que tous nous voyons des capitulations et d'autres disent, bon, si c'est la paix qu'on va nous donner, donnons-leur des minéraux parce que ces minéraux sont des minéraux des malédictions. Et si déjà les gens parviennent à entériner que les minéraux sont des minéraux des malédictions, c'est parce qu'ils ont vécu la guerre depuis qu'ils sont nés ou depuis qu'ils ont commencé à grandir. Et jusqu'aujourd'hui, tous les dirigeants sont venus pour jouer le même scénario de la pérennisation de la mauvaise gouvernance. Au point où les gens ont compris que
alors c'est la guerre. Le Congo ne nous appartient pas, il appartient à des puissances, et nous sommes là juste pour jouir peut-être de la vie et laisser les autres prendre part de tous les restes comme terre et autres choses qui nous appartiennent. Et la bonne gouvernance, c'est la chose qui viendra, c'est la preuve qui viendra pour détruire ce mythe et dire aux Congolais que si Dieu t'a créé comme étant Congolais, il t'a donné une mission. Parce que Dieu, il n'a pas fait de nous Américains. Il a fait de nous Congolais, descendants d'esclaves, descendants des hommes qui étaient libres, qui ont été esclavagisés, qui ont refusé l'esclavage à un certain moment, et au prix du sacrifice, de l'unité, ils ont pu se libérer pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous sommes des gens qui avons en nous la puissance de nous libérer. Nous sommes des gens qui pouvons définir qu'est-ce que nous appelons notre épée, qu'est-ce que nous appelons le Congo, qu'est-ce que nous appelons notre gouvernance. Si nous sommes des gens qui pouvons présider à notre propre avenir. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où il y a un colon, il est là, c'est lui qui nous donne un nom. Donc, il nous donne un nom selon ce que lui pense de nous. Et après, il nous assigne à des travaux et à des visions qui correspondent à lui. Nous sommes à un moment où nous-mêmes, nous devons définir qui nous sommes. Et nous allons définir qui nous sommes lorsque nous aurons, parce que nous avons compris que nous n'allons plus accepter que la souffrance puisse accabler la créativité de notre esprit. Nous avons compris que la souffrance qui nous a été imposée, nous avons les compétences et les moyens pour pouvoir les démettre. Et nous allons les démettre et manifester au monde entier, parce que comme Lumumba le disait, que l'homme blanc va voir c'est que l'homme noir libre peut faire du Congo quand lui-même est en train de diriger. Oui, les gens vont voir ce que nous pouvons faire du Congo quand nous le dirigeons de manière libre, avec notre propre narratif, avec notre propre définition des mots, des concepts, des idéaux et de ce que nous sommes. La bonne gouvernance. Parce que si vous voyez à l'époque de Mobutu, ils ont pris, tel que nous avons lu dans le rapport Garreton, on a mis 3% pour 3% pour le budget de la santé, et on a affecté 40% à l'armée. Et vous voyez que les conditions de santé sont devenues dérisoires. Déjà, les médecins n'étaient pas bien payés et tout le monde n'avait plus accès à la santé. Alors qu'un peuple qui n'est pas bien soigné, c'est un peuple qui ne va pas connaître la croissance économique ou bien la croissance démographique, et il y aura un problème au sein de ce peuple-là. Et les 40% qu'ils ont affectés à l'armée, on a remarqué plusieurs violations qui ont été commises par l'armée. C'est parmi même les recommandations que Garreton a fait au gouvernement zaïrois, de dire qu'on devrait circonscrire chacun dans ses responsabilités, que l'armée ne devrait plus jouer le rôle de la police. Ils ont créé la cacophonie dans la gestion des responsabilités. Au même moment, les fonds qu'ils ont affectés à l'armée, les 40% qu'ils ont affectés à l'armée, c'était pas parce qu'ils étaient préoccupés par la sécurité, mais parce que le non-armé devrait leur servir de paravent pour pouvoir faire le pillage. Et la conséquence, c'est la chute du Zaïre depuis les années 90 avec les insécurités, la guerre du Shabbat jusqu'à l'entrée de l'AFDL dans les années 97. Donc, ils mettent des noms devant les budgets juste pour favoriser le détournement. Et on a vu comment on a parlé du sida qui s'est propagé, alors que la propension du sida en Afrique, moi il y a 3 dimensions. Il y a une dimension où on envoie le sida comme un juriste pour diminuer la démographie, la démographie du monde, plus particulièrement des Noirs. On a utilisé ainsi le sida. Au même moment, si le sida a eu à se propager, c'est parce qu'il y a eu le chômage. Certaines personnes, à cause de la crise financière, ils n'ont pas à manger, ils ne savent plus se prendre en charge, ils décident de vendre leur propre corps. Donc, vous voyez que l'État peut arriver à jouer aussi le rôle de la déshumanisation. Donc, il devient le nouveau colon de son propre frère. Quand l'État ne sait plus assurer l'accessibilité à la santé pour tout le monde, les gens arrivent à se déshumaniser eux-mêmes, à vendre leur propre corps comme des marchandises, et il y a le sida qui circule. Donc, c'est comme un calcul qu'on a fait d'avance. On met la maladie là, c'est comme pour un animal ou un rat, on met là un fromage, mais on sait que derrière, il y a un piège. Et lui, parce qu'il est attiré par le fromage, il va y aller et le piège va le tenir. Parce qu'il est frappé par la souffrance, il va vendre son propre corps et il sera attrapé par le sida, ainsi on les aura. Et on est en train de détruire comme ça toute une nation, toute une démographie, on est en train de détruire des familles, on est en train de détruire des générations. C'est donc la souffrance pousse les gens à prendre des décisions de désespoir, et on sait que dans le désespoir, il n'y a rien de bon qui va y ressortir,
Et les gens se mettent dans un cycle de mal. Donc, nous ici, le travail que nous sommes en train de faire en nous remémorant les choses qui sont passées, en nous élevant en puissance, parce que quand quelqu'un apprend, il s'est rempli de connaissances, il s'élève en puissance par rapport à la difficulté qu'il est en train d'affronter. Mon père spirituel, il me dit souvent que l'échec, c'est l'ignorance. On peut vous mettre devant une porte, vous ne savez pas comment l'ouvrir, c'est pas que vous n'avez pas la volonté, sauf que l'ignorance va vous conduire à l'échec de pouvoir, de pouvoir réussir cette chose-là, malgré que vous avez mis la force, ou soit vous allez mettre votre force ou la dépenser à un endroit où il ne fallait pas. Et c'est cet échec-là que l'État est en train de favoriser au milieu de sa propre population par la mauvaise gouvernance qui pousse les gens au désespoir, à l'ignorance. Mais ici, nous sommes en train de nous élever en puissance en apprenant, en nous remplissant de connaissances. Plus nous nous remplissons de connaissances, nous n'allons plus appréhender le problème comme avant. Mais nous allons comprendre qui nous sommes, quels sont les potentiels que nous égorgeons et comment nous allons affronter le problème qui est en face de nous. Ainsi donc, dans la dimension de connaissance, nous arrivons à une dimension de décision où nous-mêmes nous pouvons définir les choses et dire que telle chose ne va plus s'appeler comme on l'appelait avant. Nous devenons décideurs quand nous sommes remplis de connaissances. C'est pourquoi vous allez voir, dans la longueur des temps, on n'a pas seulement fouetté l'homme noir, mais on a cherché à le contrôler à la dimension qui n'accède pas à la connaissance. C'est même le principe qui régit le monde aujourd'hui. On met des connaissances dérisoires à la disponibilité de tout le monde, ou, je ne sais pas si je vais les appeler des connaissances, des connaissances qui vont conduire les gens aux perversions, on les met à la disponibilité de tout le monde pour que ces connaissances publiques puissent amener les gens loin de l'essentiel, loin de la vraie vérité. Et cette vraie vérité, on la garde pour une certaine élite. Et parce qu'eux ont cette connaissance-là, et ils ont le privilège de dominer tout le monde, parce qu'ils sont en avance par rapport à vous. Et la manière dans laquelle vous voyez, on a enseigné aux colonisés, ou aujourd'hui, la manière dans laquelle les États africains veulent répandre l'éducation et la connaissance, ils le répandent d'une manière à vouloir contrôler les gens. Donc, ils ne donnent pas aux gens la vraie connaissance pour que les gens ne puissent pas s'y libérer, pour que les gens ne puissent pas poser des bonnes questions, alors que on pose la bonne question au moment où on a appris. Et quand on pose les bonnes questions, c'est le chemin pour que quelqu'un puisse arriver à la connaissance. Et ce que nous sommes en train de faire, et de faire ici, en lisant des rapports, en cherchant à comprendre, nous nous élevons en connaissance, à hauteur, et là nous allons comprendre ce qui s'était passé, ce dans quoi nous sommes, et nous-mêmes nous allons définir l'avenir. Parce que je crois que l'une des choses pour lesquelles les esclaves ont voulu quitter la domination de leurs colons, c'est qu'eux-mêmes devaient présider à leur propre avenir. Parce que la manière dans laquelle les colonisateurs traitaient ces colons, c'est plutôt ces colonisés ou ces esclaves, lui, il présidait à leur avenir. Il pouvait te vendre à qui il voulait. Aujourd'hui, si on voit nos frères qui sont noirs américains, ils n'ont plus les noms africains. Tu ne peux plus trouver un qui s'appelle Nzinga ou qui s'appelle Eyenga. Il n'y en a plus. Ils sont devenus des William, des Douglas, parce que à un certain moment, on a détruit cette chaîne de connaissances traditionnelles africaines ou de là où ils sont venus par le colon qui a commencé à leur donner des noms, à leur refuser de pratiquer leur culture et tout le reste. Sauf que dans l'Amérique latine, il y en a qui ont résisté. Donc, la mauvaise gouvernance et le chômage, la mauvaise gouvernance qui crée le chômage, pousse les gens à être victimes des planifications du mal et le sida s'est répandu ainsi. Au même moment, je dis qu'il y a l'absence sanitaire parce que moi, je pense que l'Afrique devrait avoir ses propres laboratoires pour lutter contre des armes biologiques. Oui, à part les armes à destruction massive. Mon frère, on est encore à l'intro. Là, tu es en plein développement, mais en fait, j'adore tes interventions. Sauf que là, on est en plein cours. Voilà, donc on va, au fait, je sais pas si tu peux chuter. Et parce qu'au fait, on va entamer vraiment au vrai sens du terme. On a pris 2 heures uniquement pour l'introduction. Moi, je suis complètement d'accord avec vous tous, avec tout ce que vous avez dit, et je suis d'accord qu'on puisse en parler au vrai sens du terme. D'ailleurs, mon frère, tu parles du sida. Moi, ça ne m'étonnerait pas, avec tout ce qui se passe dans ce monde, là, aujourd'hui, d'apprendre que le sida était inventé au laboratoire. Ça ne m'étonnerait pas. Quand j'ai lu, en fait, quand j'ai eu l'occasion de lire, en fait, ces mails entre Einstein, Einstein, où
un lapsus révélateur. Epstein. Einstein et Bill Gates, leurs échanges, je suis choqué pour l'assimilation des pandémies. Je me dis, s'il y a des gens comme ça, qui se comportent comme ça, et ils ont échangé juste avant le Covid. Et je me dis, ah ben, SIDA, ça peut être pareil aussi. Hein. Non, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse y avoir des choses. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas d'apprendre qu'il y a un remède pour le SIDA. Ça m'étonnerait Non, pas. mais Fabrice, tu vois Fabrice, tu vois ce que tu viens de dire là. Moi, Oui, je oui. peux te dire là ouvertement, devant tout le monde, par rapport à ce truc de sida, il y avait un chercheur congolais, et je connais même ses enfants, tu vois, qui avait trouvé, qui avait un laboratoire au Congo, qui avait trouvé le remède pour le sida, et il a été assassiné. Et toutes les recherches qu'il faisait, le laboratoire, tout a été pris. Et je te dis que je connais ses enfants. Ça, c'est même pas quelque chose, quelqu'un qui m'a raconté une histoire. C'est une histoire vraie et réelle, tu vois. Et c'est pas la seule personne. Même aux États-Unis, il y avait un autre monsieur qu'on appelait Dr Sebi qui a fait la même chose. Et on l'a emmené même, on a porté plainte, on l'a amené même jusqu'à le juger à la plus grande cour américaine et il a gagné parce qu'il avait prouvé que ce qu'il disait était vrai. Pas seulement qu'il a pu guérir le sida, même le cancer. Et quand tu parles de ce sida, si c'était créé par des laboratoires, mais il y a des documentaires même des documents, si tu fais vraiment tes recherches, tu vas voir. Chez nous au Congo, ça a commencé quand on a commencé à faire des vaccins de polio. Dans les années 70, fin 70, début, vous allez voir que ça coïncidait avec cet éclatement de sida. Et si vous vous rappelez, même dans le temps, on disait que non, ça sortait du Congo parce qu'ils mangeaient la chair de singe, ainsi de suite. Mais il y avait des laboratoires qui étaient là, qui ont créé en fait ce virus. Nous, aujourd'hui, malgré qu'on peut guérir cette maladie, non, on vous donne des rétroviraux ou bien même des drogues qui sont préventives, soit disant que vous ne pouvez pas attraper le VIH. Mais attendez, si vous pouvez créer un vaccin ou un traitement qui vous empêche d'attraper le VIH ou à réduire vos comptes virales, mais bien évidemment, vous pouvez guérir cette maladie. Donc, ce qu'on voit, comme je dis toujours, c'est des miroirs, quoi. Donc, on va vous donner des traitements au lieu de vous donner une guérison parce que donner un traitement, c'est pas bon pour le business. Vous comprenez? Je veux dire, donner une cure, c'est pas bon pour le business, mais un traitement, ça garde la chose continuelle. La même chose qu'on a parlé des Nations Unies chez nous en Afrique. Donc, quand on arrête la guerre, il n'y a plus de business, ben, on va continuer avec les guerres parce que c'est ça qui nourrit en fait leur business. Donc, voilà. Oui, merci mon frère. En tout cas, au fait, tous ces rapports que nous lisons, que nous lirons, c'est au fait, moi j'aime à dire en fait comme ça, il faut se regarder dans le miroir et se dire à soi-même ce que tu penses de toi-même.